Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature où nous allons chroniquer le volume de l'ascension de Kylo Ren. Je suis Loïc et je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Loïc. Alors, nous revoici pour une émission en duo, donc toujours sur cette nouvelle formule, donc faites-nous vos retours, si vous appréciez toujours cette nouvelle formule, si vous voulez les émissions plus longues, si vous les préfériez. Donc on rappelle qu'on a décidé de chroniquer en une émission un seul volume, ce afin d'être plus fluide et beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif au niveau des sorties. Voilà. Donc sans plus attendre, on passe en hyperespace. Capture 267 à tous les appareils, saut dans l'hyperespace. Donc pour ce volume qui est scénarisé par Charles Soule et dont les dessins sont signés Will Slaney, nous allons suivre en parallèle deux destins, puisque nous allons nous présenter les Chevaliers de Ren qui existaient déjà bien avant l'arrivée de Kylo, enfin de Ben Solo, et puis le destin d'Udi Ben Solo, qu'on va retrouver juste à la fin de l'attaque, enfin de son attaque, pas vraiment une attaque, mais à la fin de la destruction du temple Jedi. Il est là, il contemple le temple en train de brûler, et il va être il va pas être pris en charge, mais il va être arrêté par ses collègues Jedi, c'est les autres élèves de Luke Skywalker qui vont tenter de le ramener du bon côté, qui à la base ne comprennent pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et puis en fait on va se lancer dans une course-poursuite dans cet album. Kylo Ren va partir pour s'émanciper donc de Luke Skywalker, et puis les autres élèves vont essayer finalement de se venger, au final, puisque leur but n'est plus de le ramener, mais bien de lui faire la peau. Donc pour les enseignements Jedi, on repassera. Et puis ce sera l'occasion de découvrir dans ce volume aussi l'influence et l'impact de Snoke à travers Ben Solo. Et puis il y a le dernier aspect, c'est qu'on aura quand même droit à pas mal de flashbacks. Alors voilà, on va nous montrer un petit peu l'apprentissage de Ben Solo, peut-être ses failles, etc. Voilà. Eh bien on y va. Francis, fais-nous part de tes impressions sur ce volume. Écoute, on va peut-être parler des attentes, les choses comme ça. Faut dire, c'était un numéro qui était très très attendu par la communauté. Ça avait été annoncé assez d'avance. C'est drôle parce que je réécoutais il y a pas si longtemps l'épisode du bilan des années Marvel qu'on avait fait avec Malgus et avec tes commentaires d'ailleurs l'année dernière. Et c'était pas encore sorti, évidemment, et on en parlait, c'est ça, on se demandait est-ce qu'on va voir les fameux Chevaliers de Ren, comment ils les ont rencontrés, tout ça. Donc c'est intéressant de mettre ça en comparaison avec les attentes qu'on avait. Faut dire aussi que, si je me trompe pas, ça a commencé juste avant la sortie du film, ou en tout cas vraiment dans les mêmes moments là, que l'ascension de Skywalker. Donc, ça a commencé, si je ne m'abuse, fin novembre. Ok, ouais. Puisque en fait, on a une case, donc ça a dû finir après le film, ou la semaine de la sortie du film, puisqu'on a une case à un moment donné avec Palpatine qui est la marionnette de Snoke. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'était après. Voilà, ça c'était après, ou en tout cas la même semaine, quoi. J'aime bien qu'ils réussissent à se synchroniser comme ça. Il avait fait ça aussi avec Fallen Order, de commencer avant la sortie, et que, bon, évidemment, comme il y a des spoilers, donc ça permet de mettre quand même des liens avec l'autre produit. Mais bref, c'est ça, en tout ce qui est personnage, le thème, tout ça, on avait envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé
avec l'Académie dont tu as parlé, tout ça. Et mentionnons que c'est Charles Soule. Donc Charles Soule, écoute, moi mes attentes, c'est difficile de ne pas avoir des attentes élevées quand on repense à la qualité des produits qu'il nous a livrés jusqu'à maintenant. Donc d'ailleurs, on va même pouvoir le découvrir en roman là, relativement bientôt en version originale. Dès le mois de janvier, là, il va avoir son premier roman qui va sortir, mais pour ce qui est des comics, vraiment, jusqu'à date, je trouve que c'est quelqu'un qui prend un concept de merde, mais qui le transforme en diamant, en or, peu importe quel matériau précieux. Mais donc c'est ça, j'avais des attentes assez élevées de ce côté-là. Par contre, le risque avec autant d'attentes, avec un thème comme ça, l'ascension de Kylo Ren, ben, le risque de se casser la gueule est très élevé. Donc, on verra si ça lui est arrivé. On n'a pas précisé, mais bon, ça se passe en plus en l'année 28, donc ce volume-là, 28 après la bataille de Yavin. Mais comme tu as dit, il y a plusieurs flashbacks. Hein, donc, on va avoir Ben Solo à plusieurs phases de sa jeunesse. Ouais, je crois que le plus jeune, il a quoi, une dizaine d'années ou une douzaine d'années? Ouais, c'est ça, effectivement, avant l'adolescence, on va dire. On retrouvera d'ailleurs le Luke avec la tenue qu'il a sur Crate quand il se projette en fait en apparition de Jedi. Oui, puis ça sera pas le seul lien avec les films. Mais bref, allons-y dans l'ordre. En termes de l'histoire, moi j'ai quand même beaucoup aimé. Je mentionnerai le début avec les Chevaliers de Ren. Donc ça commence, là, vraiment l'album commence avec les Chevaliers de Ren, même pas avec Ben Solo. On voit tout de suite leur style de personne, là, de personnalité, que c'est vraiment de la destruction pour de la destruction et du meurtre pour du meurtre, tout ça pour se faire des accroires qui sont du côté obscur ou quelque chose comme ça. Mais parce que c'est des gens qui jouent avec la force un petit peu, mais pas non plus rien on est loin d'être des seigneurs Sith, là. Ensuite, comme tu as dit, bon, ils se pointent des Jedi. Donc, pourquoi il y en a, c'est qu'il y en a 3 qui étaient partis en balade, je sais pas, en mission, et ils reviennent au moment où le temple l'Académie est en train de brûler. Donc, et j'ai bien aimé les 3 personnages, ces 3 caractères assez distincts. Il y a peut-être comment il s'appelle, Aqualish, là, la race sur Mon Cala. Là. Oui. Celui-là est moins défini peut-être un petit peu, mais on en a un qui est très proche de Ben, hein, qui est très ami avec lui, et jusqu'à la fin... on peut même dire c'est son meilleur ami. Ouais, c'est ça, jusqu'à la fin, lui, il va essayer de le ramener du bon côté, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas va garder foi en lui, alors que t'as l'autre qui est l'espèce de petite compétitrice. On a tous connu là, des gens comme ça, plus jeunes, là, qu'il faut absolument qu'ils gagnent, puis qu'ils soient les meilleurs, puis qu'ils aient les meilleures notes, et qu'ils soient numéro 1. Donc, on voit au travers des flashbacks que ça l'a toujours travaillé du fait que Ben, lui, il a tout facile. Hein? Il a le contrôle de la force beaucoup plus fort qu'eux et il a pas à travailler comme eux, etc. Ouais, lui, c'est un Skywalker, il a les facilités exact. Parce que il a famille super forte dans la force. C'est ça. Donc, j'ai bien aimé cet aspect rivalité-là, que je trouve, parce qu'on sait ça, on l'a pas mentionné, mais au travers des flashbacks, on a des aspects de l'époque de l'Académie de Luke là-dedans. On a quelques petits aspects on se croirait un peu dans Harry Potter par moment, là, la camaraderie entre les personnages, puis les interrogations, tout ça. Donc, c'est ça, mais Ben qui est beaucoup trop fort pour eux. C'est vraiment un niveau... c'est pas comparable du tout. On pourrait dire la différence entre Anakin puis les autres à l'époque de la République. Là. C'est un peu ça. Très vite, on a une question qui va rester en suspens et que dans les films, on pouvait avoir un peu plus de en tout cas, on pouvait supposer. Là, cette fois-ci, vraiment, on se pose la question, est-ce que il est responsable de l'explosion de l'Académie de Luke? J'aurais envie de te demander, toi, ton avis à la lecture de ça, parce que il a vraiment l'air surpris, il a vraiment l'air de pas comprendre ce qui se passe. C'est une espèce d'orage là, qui se forme dans le ciel. Et que l'Académie explose, on va dire. Là. C'est vrai que c'est un personnage extrêmement puissant dans la Force. Pourquoi pas aurait-il pu détruire en fait l'Académie sans même s'en rendre compte, tellement la Force est, on va dire, bouillonne autour de lui. Si on veut faire un petit parallèle, on a Vador à la fin de l'épisode 3 qui est tellement en colère que tout est détruit autour de lui. C'est la rage qui parle. Peut-être que
Peut-être qu'on a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai qu'il est montré comme s'il était surpris, mais en même temps, dans les derniers Jedi, moi ça me semblait clair que quand Luke l'attaque pas, mais pense à l'attaquer, il a une réaction instinctive de défense, c'est-à-dire qu'il va faire s'écrouler la cabane sur lui. Donc je me dis, pourquoi aurait-il fait différemment avec l'Académie, quoi? Ouais, ben en fait, c'est que moi, mon interprétation, c'est que lui est convaincu que c'est lui qui a provoqué ça. Mais nous, comme observateurs extérieurs, on peut supposer l'intervention de Snoke qui le manipule dans toute cette histoire-là, tandis que lui ne prête pas de mauvaises intentions à Snoke à ce moment-là. Mais puis ça m'amène sur le point, évidemment, la manipulation de Snoke dans cet album-là. J'ai adoré Snoke qui est présenté vraiment d'une façon surprenante. Là, je m'y attendais pas du tout. Oui. Non, moi non plus. On est loin du seigneur de guerre. Exact. Avec un peu les tenues bling bling, voilà. Ouais, tout à fait. Mais plus le fermier tranquille qui cultive son jardin avec soin et tendrement. Ouais, on en reparlera tantôt de ça, là, mais j'ai beaucoup aimé le design, c'est ça, il vit dans une espèce de biodôme, là. Sinon, je m'étais noté le numéro flashback. On a un numéro presque complet flashback là, de lui, version plus jeune. Je l'ai mentionné tantôt. On a Lor San Tekka avec lui et Luke. Donc, j'ai bien aimé là, d'avoir Lor San Tekka avec lui. Je trouve que ça vient ajouter à l'aspect tragique de quand il va l'assassiner dans l'épisode 7. Ah oui, complètement. Puis ça rajoute une cohérence par rapport au personnage qu'on a qu'entreaperçu, mais qui avait l'air super intéressant. En très peu d'apparitions, en très peu de temps d'apparition. Et on l'avait eu là, aussi un peu creusé. Dans les pots d'Amron, un peu. Oui. Mais ça vient expliquer aussi pourquoi lui est au courant d'où est Luke. Hein, cette collaboration-là avec Luke. Donc, évidemment, il y a tous les petits rappels à Vador, à la série Vador, Seigneur Noir des Sith. Là, je pense entre autres à des artefacts là, qu'on voit ici et là. Qui nous rappellent tout de suite là, l'autre série de Charles Soule. Je l'ai mentionné aussi les flashbacks d'entraînement au temple, donc l'interaction avec les autres. Puis il y a ce qu'il faut bien comprendre ou clarifier, là, peut-être par rapport à ton résumé aussi, c'est que puis ce que j'ai dit tantôt, là, c'est pas tant qu'ils veulent le ramener du côté clair, dans un sens, il est pas sombré du côté obscur du tout là, pendant une bonne partie de l'album. Ils sentent qu'il a échappé au dogme. C'est ça, au dogme Jedi. Mais dans le fond, lui fait tout pour tout simplement les fuir, ces trois autres Jedi-là, mais ne pas les tuer. Vraiment, jusqu'à la fin, là, va résister à les tuer, va même faire semblant qu'il les a tués auprès des chevaliers de Rennes, là, mais qu'en fait, il sait très bien que c'est faux. Mais c'est ça, ils reviennent toujours à la charge et le pourchassent. Surtout la fille dont je parlais tantôt, là, qui est très très compétitrice, et elle, pour elle, il a tué Luke, donc il faut qu'il y ait, comme tu dis, les instructions. Il faut se venger. Les dogmes Jedi n'existent plus, là c'est la vengeance pure. Mais c'est ça, et je mentionnerais une séance de c'était quoi donc le bleeding quand il faisait saigner le cristal. Donc vraiment, à la fin, il fait saigner son cristal, comme on avait vu Vador le faire dans l'autre série de Charles Soule. Et comme Ahsoka l'explique dans le livre, puisqu'elle répare le cristal qui a été saigné pour l'Inquisiteur. Oui, puis non seulement ça, mais on voit aussi que là, c'est instable, tout ça, donc pourquoi il a ajouté des échappements supplémentaires de chaque côté, là, donc c'est devenu un peu sa garde, là, de chaque côté. Ça, c'est niaiseux, mais c'était un détail qui était révélé dans un beau livre. Donc un guide, je me souviens plus lequel, je pense que c'était le livre, le guide visuel de l'épisode 7. C'est ça. Donc ça expliquait que c'était à cause de l'instabilité, là, justement, puis il y a toute une logique derrière ça aussi. Ça reste que c'est quelqu'un qui fait ça sans avoir les instructions. Tu sais, Vador, il y avait Palpatine qui lui expliquait tout. Alors que là, bon, il y a Snoke, là, mais c'est logique là, que ça a émerdé, on va dire. Donc c'est ça, la fabrication de son nouveau sabre. Mais tout le long, je sais pas pour toi, moi je me suis demandé, tout le long, comme je disais, en flashback, il est là, mais le reste du temps, quand on n'est pas en flashback, je me demandais où est Luke. Donc, combien de temps ça y a pris à sortir des décombres, là, tu sais? Tu as aussi, finalement, cette temporalité, puisqu'ils poursuivent, les élèves poursuivent Ben.
on n'a pas de repère temporel en se disant tiens ça doit se passer sur tant de temps, mais on sent bien quand même qu'il se passe du temps, parce que Ben va jusqu'à Snoke, de Snoke les Chevaliers de Ren, il part avec les Chevaliers de Ren, donc il doit y avoir quand même un temps où il reste avec eux avant d'en prendre le contrôle. On peut imaginer quand même en temps terrestre qu'il se passe au moins plusieurs mois. Oui, surtout comme tu dis, quand il était avec les Chevaliers de Ren. On sent qu'il y a un certain temps qui passe. Ça devient un peu comme un pirate. Mais c'est ça, c'est à se demander, Luke, dans le film, quand il sort des décombres, l'Académie est encore en feu. Donc ça fait pas un mois qu'il était là. Non, mais je pense qu'en fait, lui, la cassure, c'est que à partir de ce moment-là, il abandonne tout. C'est-à-dire que ses élèves, Ben, sa sœur, ou la Résistance, ou que sais-je, il n'y a plus rien qui compte en fait. Ouais, là, il n'y a plus aucune confiance en lui, etc. Là, vu voilà, ce qui vient de se produire. Il a tout, et voilà, il doit faire son introspection et se dire, allez, moi je me casse, reprendre ses notes, se demander où est-ce qu'il va aller. Le premier temple Jedi, d'ailleurs, pour quelqu'un qui veut se couper de la Force, c'est quand même assez ironique. Mais voilà, effectivement, tu as raison, on ne le voit pas, mais on peut l'imaginer comme ça. Peut-être que Snoke aussi lui voilait la face d'une certaine façon, là, lui coupait la connexion avec ses 3 élèves qui avaient survécu, et avec Ben. Mais bon... Peut-être. Après, j'ai du mal à penser qu'il serait pas capable... On parle de Luke Skywalker quand même. Ouais. J'ai du mal à penser qu'il serait pas capable de sentir que ces 3 élèves-là sont vivants. Ou alors c'est qu'il les cherche pas. Ouais, exact, tout à fait d'accord. Ben, c'est quand même logique en sortant des décombres, en voyant son académie en feu, de supposer qu'ils sont morts eux aussi. Ah oui, bah oui, mais si lui doit savoir qu'ils étaient partis. Écoute, c'est très possible. Peut-être qu'il faisait l'école buissonnière, il savait pas, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être une petite chose. Faut dire que c'est quand même un album de seulement 4 numéros. Donc, je pense que ça aurait très bien pu être un 6 ou un 7 numéros. Il y aurait eu de la place. Moi, c'est là ma critique principale. C'est-à-dire que, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié ce volume. Je l'ai trouvé intéressant, bien dessiné. Même si à un moment donné, j'étais quand même un peu saoulé par les 3 élèves, justement. Finalement, j'étais presque assez content de les voir mourir. Parce que je me disais, bah tiens, c'est bon, on est débarrassé de celui-là, débarrassé de celle-là. Par contre, je pense que le titre est très mal choisi. C'est-à-dire que là, on nous vend l'ascension de Kylo Ren, et en fait, on n'assiste pas du tout à l'ascension de Kylo Ren, on a chute. Ce volume devrait s'appeler La chute de Ben Solo. Ouais. Parce que pour avoir l'ascension de Kylo Ren, il faudrait qu'on creuse sa psychologie, ses motivations, l'influence de Snoke et le but de Snoke déjà bien avant. Alors là, c'est tout juste effleuré. Et au final, je trouve par exemple, quelque chose qui n'est pas du tout abordé, c'est cette fascination de Kylo pour Vador. Exact. Qui est partie active, exactement, qui est une partie active de son choix aussi de se tourner vers le côté obscur. Et je pense que là, on a, pour moi, la promesse, elle est pas là. La promesse, on nous a fait une promesse sur l'ascension de Kylo Ren, et il y a quelque part, pour moi, il y a un mensonge. Alors évidemment, je comprends l'idée marketing du titre par rapport au film, on est d'accord, mais voilà, pour moi, il y a une vraie déception par rapport à ça, et là, peut-être qu'un média comics ne serait pas assez, à moins d'avoir une série régulière, mais ce serait peut-être pas assez. Ce serait un bon thème de roman, on va dire. Ça serait un bon thème de roman. Pourtant, j'ai pas boudé mon plaisir à la lecture de ce volume, mais ça, c'est vraiment la chose qui me dérange le plus. Donc, l'ascension de Kylo Ren, moi, je la remets un peu en doute quand même. Non, puis je peux comprendre, si les gens ne l'ont pas lu du tout, ils vont se dire, ouais, mais la chute de Ben, c'est la même chose que l'ascension de Kylo. Mais non, c'est ça, il y a vraiment une distinction, et jusqu'à la fin de l'album, on a l'impression d'être en présence de Ben. C'est vraiment à toute fin, là, les dernières pages, vraiment... c'est ça, finalement, l'ascension de Kylo Ren, c'est au moment où il fait saigner son cristal, et puis qu'il allume son nouveau sabre laser. C'est ça, exact. Mais on n'a pas encore le personnage Kylo Ren comme on l'a vu dans les films. On est encore très très loin. Il n'y a rien, en fait, dans cet album, de ce que moi j'ai lu dans cet album, j'arrive pas à me faire à l'idée
qu'il y a une connexion entre les deux personnages. C'est-à-dire que comment on arrive de ce Kylo Ren en fait de fin de volume au Kylo Ren de l'épisode 7. Il manque vraiment... C'est pour ça que je parlais de la motivation, c'est parce qu'il nous manque vraiment les marches qui va gravir pour amener à ces décisions-là. Alors, Lucas ne l'avait pas peut-être bien fait dans la prélogie par rapport à Anakin, mais l'intention était là. C'est-à-dire qu'on voit petit à petit les fêlures qui amènent à sa chute et pourquoi il va faire ce choix. Et avec Ben, on ne comprend pas. On comprend pas. Parce qu'à un moment donné, il utilise le côté obscur. Parce que même dans l'épisode 7, il dit « Je suis attiré par la lumière ». Donc c'est qu'il est du côté obscur. Et il n'y a rien qui nous montre qu'il bascule du côté obscur. Non, exact. C'est sûr que... À part le meurtre de ses camarades. Ouais. Mais voilà. Non, on est très très loin des films. Bon, évidemment, en temporalité aussi, puis on n'a aucune trace du premier ordre là-dedans. Non, mais finalement, c'est pas dérangeant. Non, exact. Mais moi, je dirais que ça contribue à l'aspect, quand tu disais, justement, on n'a aucune trace de son admiration pour Vador. Le côté démoniaque, on va dire, de Kylo Ren, là. Le côté vraiment, je suis un méchant, on l'a pas là-dedans. On l'a pratiquement pas. Non. Donc, mais t'as raison, le titre est sans doute juste une question de marketing pour fitter avec le film. Mais effectivement, ça aurait très bien pu s'appeler La chute de Ben Solo. C'est ça. Et comme tu dis, tu vois, tout cet aspect avec Snoke, putain, c'était le moment de nous... On nous le tease depuis l'épisode 7, que le mec, il est fasciné de Vador, que Snoke, il était là depuis le début, machin, à le tenter. Vous avez la possibilité, là, de nous le montrer, puisqu'on est dans une temporalité où on est revenu quand il était plus jeune. Putain, faut y aller à fond, quoi. C'est là, maintenant, qu'il faut le montrer. Évidemment, moi, je suis pas du tout initié au petit monde de la production en tant que telle des comics, là. Mais j'ai l'impression que la commande de livrer un produit comme ça en 4 numéros... était peut-être... Puis, tu sais, en fait, évidemment, on connaît pas la commande exacte. Est-ce qu'ils voulaient les Chevaliers de Rennes absolument? Est-ce que... Moi, les Chevaliers de Rennes, j'aurais très bien pu m'en passer, là. Complètement. Bon, le nom du personnage, je comprends, là. Mais... Oui, mais si tu veux, dans ces épisodes, si tu enlèves les Chevaliers de Rennes, mais que tu ne gardes que Rennes, donc le leader, au final, ça marche aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on aura peut-être une autre série éventuellement sur les Chevaliers de Rennes comme tel plus tard dans l'histoire, puis que Kylo les envoie faire des missions. Là. Donc là, on pourra peut-être découvrir personnage par personnage leur personnalité, parce que là, ici, on n'a rien. Là. Comme tu dis, on a juste le leader qu'on découvre. Mais ni dans ce... En fait, on n'a aucun élément sur les Chevaliers de Rennes. Que ce soit dans les 3 films de la postlogie, ou dans cet épisode, enfin dans ces épisodes, on n'a absolument aucun contexte qui nous explique les Chevaliers de Rennes. Que sont-ils? Que font-ils? Que veulent-ils? On ne sait pas ces choses-là. Exact. Donc il y a un acte manqué, donc quelque part, moi j'ai même envie de dire, franchement, laissez ces personnages de côté tranquille, parce que de toute façon, ils ont raté le coche en fait, de nous les présenter, de nous les rendre intéressants. On voit par contre que ça reste un petit peu un groupe de... Bon, évidemment, c'est manipulé par Snoke, tout ça, là, ça on le comprend, mais lorsqu'ils se retrouvent à affronter Luke, ils sont tout simplement pas de calibre, mais pas du tout, là, même s'ils sont plusieurs. Non. Et ça, j'ai trouvé ça raccord avec la fin de l'épisode 9, où est-ce que justement, quand ils se retrouvent à affronter Ben, ils sont pas de calibre. Pas du tout. C'est ça. Même s'ils sont armés et lui non, etc. Là. Donc, et au final, il joue plus un peu sur l'impact psychologique, la peur qu'il pourrait instiller à des ennemis. Et ça pourrait être intéressant de dire, voilà, ils ont fait à droite à gauche, répandu un peu la terreur dans la galaxie, de cette façon-là, par rapport à des personnages lambda ou des populations, hein, tu vois, sur des planètes, typiquement, s'ils s'attaquent à un village sur une planète lambda, ils vont prendre le dessus. Par contre, effectivement, face à un Jedi ou à quelqu'un de très très bien entraîné, non, là, c'est sûr qu'ils feront pas le pas. J'ai l'impression que oui, et puis tu sais, ils vont prendre le dessus, oui, dans des situations limitées, là,
des attaques par surprise ou des choses comme ça. Je sais que l'album commence avec on voit qu'il y avait ils ont tué beaucoup de policiers, on va dire. Mais j'ai l'impression que tu les mets... ils pourraient très bien être vaincus par une armée locale d'une planète qui attaquerait. Oui, on sent pas une force là, qui émane d'eux. Là, à part ils respirent pas la puissance non plus. Non, c'est ça. À part le fait que c'est des psychopathes. Là, mais au-delà de ça... Mais on n'a pas parlé de graphisme depuis le début. Écoute, moi je mentionnerais... j'ai bien aimé les dessins là, de Will Slaney. Mais je mentionnerai entre autres les designs de vaisseaux. J'imagine que tu as tout de suite remarqué aussi, toi aussi. Oui. On a des designs... le vaisseau de Luke. Oui, le vaisseau de Luke. Et on a des designs il y en a plusieurs, en fait, identiques là, à l'Académie. Donc, celui des anciens camarades de Ben. Et on a des pièces de plein de vaisseaux, on dirait quasiment un vaisseau ramanché là, avec un cockpit de Y-Wing, mais ils sont plusieurs dedans, fait qu'on comprend que c'est beaucoup plus gros. Mais c'est ça, j'ai trouvé quand même que ça faisait très Star Wars, malgré les... c'était je l'avais déjà mentionné il y a longtemps, dans une émission, mais c'est genre il y a 2 ou 3 ans, il y avait ce concept dans... Alors, je sais plus, c'était dans la série X-Wing, je crois, ils appelaient ça les Ugly. Ouais, avec des pièces là ramanchées de plein de vaisseaux. Voilà, qui étaient par exemple, il y avait cockpit de taille avec aile de X-Wing, ouais. Et ils avaient mixé tout ça, et finalement tu retrouvais un peu cette idée là, voilà. Là, oui. Elle avait déjà été réexploitée. Ouais, ben c'est ça. C'était le cas dans la série Poe Dameron, puis c'était le cas dans la série télé Résistance. Mais cette fois-ci, c'est fait en série, là, donc tous les vaisseaux sont identiques. C'est juste qu'on dirait qu'ils ont des pièces de plusieurs. Mais on en a plusieurs, fait que c'est usiné, on va dire. Mais puis je l'ai mentionné tantôt, le design de la station, on va dire biodôme de Snoke, là. Et quand on observe comme il faut, on peut voir que parce que c'est une station dans l'espace, hein, je l'ai pas mentionné, c'est pas au sol sur une planète. Donc c'est dans le vide de l'espace, une grosse boule de verre, là, un gros biodôme. Et à mesure que les arbres poussent, la partie c'est comme si l'extérieur était pas vitré, était dans une espèce de bouclier énergétique peut-être ou quelque chose comme ça. Et à mesure que la végétation pousse et sort de la bulle, là elle meurt. Fait que tu peux voir qu'il y a des arbres qui ont poussé depuis longtemps. Ah, j'ai pas fait attention. Qui ont poussé en dehors de la bulle et la partie en dehors est complètement morte, calcinée évidemment dans le vide, dans le vide de l'espace. Mais à l'intérieur de la bulle, c'est luxuriant là, c'est un biodôme. Donc j'ai trouvé ça très original et parfait comme trompe-l'œil, on va dire un peu pour Snoke et Ben, dans le sens que c'est un endroit rempli de vie. Alors que quand on pensait à Snoke, on pense à la mort, on pense au froid justement soit du vide de l'espace, ou quand on pense à la fin de l'ascension de Skywalker, ou justement sur Exegol, il n'y a aucune végétation là, tout est mort, tout est vert. Là c'est l'inverse, là, c'est un royaume de vie. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc ça fait pas du tout côté obscur, ça fait plutôt côté lumineux là, dans un sens. Fait que... Ah non, mais t'as l'impression d'avoir un riche qui jardine dans sa serre, avec ses plantes un peu précieuses, mais pas d'un maître des arts du côté obscur ou autre. Ça. Donc, et je mentionnerai peut-être aussi la page double que tu l'as mentionné un petit peu tantôt, celle on voit Rey, on voit Snoke, on voit Leia et on voit Palpatine, version cadavérique, là, qui ressentent tous ensemble en même temps la chute de Ben vers le côté obscur, donc à la fin de l'album. Et c'est ça, j'ai bien aimé que même Rey ressent une espèce de frisson là, de froid. Bon, Leia, c'est sa mère. Snoke, évidemment, est derrière tout ça. Et comme tu disais, on a Palpatine sur Exegol, sans doute. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez efficace, mais c'est quand même un album joli. Dans la catégorie est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Moi, je dirais que oui, là. Vraiment, c'est... Oui, je dirais que oui aussi. Hein. C'est dans la catégorie, on doit l'avoir lu pour les fans de Star Wars. Ça reste une histoire intéressante. Oui. Ça reste une histoire extrêmement bien dessinée. Il y a un peu de background sur Luke, et un petit peu de background sur la Nouvelle République. Enfin, pas la Nouvelle République, la Haute République, puisque c'est la première mention, donc, c'est vrai. Chronologiquement de la Haute République. Et puis, il y a aussi cet holocron
qui semble libérer un enseignement de la Haute République, puisqu'on voit un Jedi plutôt drapé, qui correspond pas à ce qu'on a vu dans la prélogie. Donc pour moi, cet holocron, il vient de cette époque-là. Et donc ça reste intéressant, ça reste une bonne histoire, et ça reste très bien écrit. Après, si on s'attache pas au titre, voilà, c'est vraiment un album à posséder. Si on s'attache vraiment au titre, avec une attente derrière par rapport à la façon dont le titre a été choisi, là, il y a peut-être une petite déception, ce qui n'enlève pas au fait que c'est une bonne histoire. Et des belles couvertures aussi, on l'avait pas mentionné, hein, mais j'ai bien aimé les différentes couvertures. On en a une, entre autres, on a justement Luke et Ben là, qui combattent les Chevaliers de Rennes. Donc, non, c'est ça, quand même un beau succès. Mais on l'a dit tantôt, hein, côté négatif, bon, c'est ça, c'est peut-être un peu court, un peu expéditif, ça aurait pris un peu plus pour avoir plus de profondeur. C'est ça, les Chevaliers de Rennes qui sont, à part avec des gros bourrins typiques, par contre, j'ai trouvé que même dans ça, on a l'impression qu'ils sont très bons pour prendre des pauses. Tu sais, oui. On s'arrête, on prend une photo, là. C'est vraiment, là, t'as l'impression de... Tu sais, comme... moi, je repense aux pauses que les personnages de jeux de combat prenaient, par exemple, dans Street Fighter. Tu sais, ils finissaient le combat, puis ils prenaient une pause là, complètement c'est un peu ça, absurde. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est ce qui me fait dire aussi, peut-être, que ces personnages, ils vont jouer plus sur l'impact psychologique que sur leur force réelle. Mais voilà. Bon, après, les Chevaliers de Rennes, écoute, si quelqu'un arrive à vraiment écrire quelque chose ou nous mettre quelque chose en image qui soit intéressant et qui leur apporte vraiment quelque chose, ben, je dirais chapeau banco. Mais là, en l'état, honnêtement, j'y crois pas du tout. Donc pour moi, c'est un peu presque le dernier clou sur le cercueil des Chevaliers de Rennes, cette série. En se disant, ouais, bah, il pouvait peut-être y avoir quelque chose. Bah, là, ils nous ont montré que finalement, non, c'était pas possible. Ouais. Ou en tout cas, va vraiment falloir... peut-être dans un roman. J'ai l'impression que dans un roman, on pourrait peut-être développer ça un peu plus, leur rôle dans le premier ordre, puis tout ça, là. Ça prouve que vraiment, ce qui nous a été donné, c'est du vide par rapport à ces personnages. Tout à fait. Donc, ça, c'est comme beaucoup d'autres aspects assez vides, là. Des productions de J.J. Abrams. Mais c'est ça, j'ai envie de revenir à Charles Soule. Moi, je trouve que je parlais de défi en début d'émission, un gros défi à relever, ou en tout cas un risque de se casser la gueule assez élevé. Moi, j'ai envie de dire que le défi a été relevé, là. Les promesses ont été quand même en grande partie tenues. Bon, je sais, là, on a parlé du titre et tout ça. Et malgré ça, il a même aussi réussi à y intégrer des différents concepts un peu nouveaux. Tu as mentionné le tease là, de la Haute République, les choses comme ça. Par rapport à l'Académie de Luke, par rapport avec ces trois autres Jedi qui le poursuivent, là, mais c'est ça, avec trois mentalités un petit peu là, différentes là, pour les élèves de Luke. Puis tout ça, je me dis, en seulement 4 numéros, il a réussi à amener tout ça. Alors que quand je pense à d'autres séries de 4 numéros, je sais pas, Capitaine Phasma, ou on a eu Allégeance aussi à peu près en même temps l'an passé, ou des choses comme ça, je trouve c'est le jour et la nuit. Je trouve vraiment Charles Soule a une capacité à nous pondre des pépites en peu de matériel, là. Donc c'est comme je disais tantôt, c'est lui qui m'a fait aimer, pas tantôt, mais dans une autre émission, c'est lui qui m'a fait aimer les Inquisiteurs et compagnie. Donc bref, c'est ça, chapeau bas pour Charles Soule. Ta note pour ce volume? Ma note pour celui-là, je lui donne un excellent 90%, donc un 18 sur 20. Un 18 sur 20 pour l'ascension de Kylo Ren. Bah moi, j'irais d'un bon 16 sur 20. Donc ça reste quand même dans le haut de ce qu'on a eu largement depuis la reprise du canon. Mais je vais sanctionner un petit peu effectivement ce que je disais par rapport à l'attente qu'on pouvait avoir via le titre et peut-être l'acte manqué autour de ça. Voilà, bah écoute, maintenant on quitte Hyperespace et puis on va se poser. Chers passagers, nous approchons de Garel. Veuillez vous tenir prêts pour l'atterrissage.
Et ben voilà, Francis, c'était tout pour cette émission, pour ce volume. Est-ce que avant de nous quitter, tu as envie de partager quelque chose avec moi, puis avec nos auditeurs? Je pense que comme plusieurs, on est dans l'attente du début de la 2e saison de Mandalorian. Donc on a hâte de retrouver évidemment les personnages qu'on a déjà connus, et la grosse question, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que toutes les rumeurs, les informations qui ont filtré ici et là, est-ce qu'on va avoir Ahsoka, est-ce qu'on va avoir Bo-Katan, est-ce qu'on va avoir le fameux shérif de la trilogie Riposte, est-ce qu'on va avoir Boba Fett? Donc il y a quand même eu beaucoup d'indices là, pour Ahsoka et Boba Fett et Bo-Katan aussi, si je ne me trompe pas. Mais tout ça pour dire que nous, on va probablement se faire un petit marathon de la première saison là, la veille du retour de la saison 2. Bah, finalement, c'est un marathon pas tant que ça. Oh, c'est pas très long. Si tu mets bout à bout, il y a 4 heures 4 heures d'émission, parce que j'avais pensé à le refaire aussi. Finalement, c'est pas si long. Non, ça se fait quand même très bien, puis c'est pas une série... mettons qu'on comparait avec un film, on se dirait 4 heures c'est long, mais là comme c'est en épisode, non, je trouve que ça se fait quand même très bien. Je l'avais fait déjà au début de l'hiver passé, en tout cas vers la fin, peut-être dans le temps des fêtes l'an passé ou quelque chose comme ça. Ça se fait quand même très bien. Fait que nous, ça va être pas mal ça côté Star Wars. De toute façon, sur Star Wars en direct, on va être bien occupé aussi de ce côté-là. Hein? On va avoir différentes équipes qui vont couvrir les différentes émissions. Je crois qu'il y a d'ailleurs en préparation une espèce de récapitulatif de la saison 1. Retour sur la saison 1. Oui, de la part, si je me trompe pas, c'est Sylvain et Céline qui ont l'air de travailler sur ça, donc ça va être bien intéressant. Parce qu'il y avait quand même, j'ai l'impression, plusieurs pistes dans la saison 1, plusieurs petites clés là, qu'on nous tendait pour dire regardez vers quoi ça s'en va vers la saison 2. Entre autres, j'ai l'impression que le fameux shérif là, en question, on l'a aperçu dans la saison 1. Mais bon, ça c'est une théorie, oui. Là, mais... c'était ce fameux personnage en fin de je sais plus quel épisode avec Fennec. Le personnage de Ming-Na Wen qui venait. Alors moi je me souviens qu'à l'époque j'avais zoomé, j'avais fait une capture d'écran, mis de la lumière pour voir si j'arrivais à reconnaître les bottes, enfin on va dire le bas du costume. Pour moi non, mais bon effectivement on verra. Comme toi je partage un peu les attentes sur cette saison 2. On a eu un trailer. On a eu 2 spots TV qui n'en dévoilent vraiment quasiment pas grand-chose, ce qui me fait vraiment penser que on est focalisé là sur peut-être les 2 premiers épisodes de la saison. Ouais, ce serait pas surprenant, effectivement. Ouais, et je me demande si en fait ils cherchent pas vraiment à recréer l'effet surprise de cette saison 1, mais qui serait pas du tout forcément porté sur Baby Yoda, mais sur autre chose. Moi, je m'attends presque à retrouver Thrawn. Ah ouais, ok. Ouais, mais vraiment, hein, perdu sur une planète façon Robinson Crusoe, tu vois. À la limite d'être prostré, bah, je me dis, parce que je me dis, si pour ramener une touche de waouh, comme on a eu en saison 1, ben mettre Thrawn en acteur, c'est-à-dire en acteur animé, pour jouer le rôle, ce serait vraiment extrêmement surprenant, et ça pourrait faire vraiment au sein de la communauté Star Wars un vrai effet waouh. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Ah bah ouais. Surtout si en plus on a vraiment été surpris qu'il y a pas eu d'annonce de casting qui correspondait à ce personnage-là. Et puis après je me suis même imaginé que puisque bon, on a vu que Disney avait quand même pas mal repompé l'ancien univers étendu. Finalement, ce serait pas si impossible qu'un Thrawn de retour bien après Jakku puisse essayer de réunir des factions impériales qui resteraient, comme Gideon par exemple, pour tenter de renverser à nouveau la Nouvelle République, un peu comme on avait fait, mais peut-être pas à l'échelle galactique, on va dire un peu comme si c'était une rébellion impériale.
Ouais, ça, je sais pas à quel point ça s'inscrirait dans sa logique du nouveau canon, là. Pour qui l'Empire semble être un simple instrument qui choisit parce que à cause de la puissance de l'Empire à ce moment-là. Tandis qu'à l'époque, après ça, à l'époque de la République, les restants de l'Empire... Oui, mais parce que ça, c'était son état d'esprit au moment où il rejoint l'Empire. Là, je veux dire, il se passe quand même pas mal de choses. Lui, pendant toute sa période impériale, il se passe des choses. Ensuite, il va disparaître. Donc là, il y a quand même aussi un vide de choses qu'il aura vécu à ce moment-là, entre la fin de Rebels et 6 ans après le retour du Jedi, il y a quand même quasiment une dizaine d'années. Et il peut aussi avoir changé d'état d'esprit par rapport à ce qu'il vient de vivre. Oh ouais, tout à fait. Moi, honnêtement, je m'attends pas à ça du tout. Et honnêtement, s'il y avait un pool, comme on dit, là, des gages, des paris, pardon, je cherche les termes en français, sur les surprises qu'on va avoir, je parierais pas du tout là-dessus. Mais je dois avouer qu'avec le film Solo et l'apparition de Maul à la fin de Solo, qui aurait cru, et plus récemment l'année dernière avec justement, on a tendance à dire bébé Yoda, là, mais bref, avec l'enfant, faut avouer qu'effectivement, ils ont réussi à nous surprendre vraiment, puis à bien garder leur secret. Bon, par contre, on connaissait le scénario de l'ascension de Skywalker plusieurs mois à l'avance, mais bon. Oui, mais au final, je préfère avoir eu le... Alors, t'as deux choses, Francis, parce que déjà, t'es pas obligé de le lire. Exact. Donc, tu te préserves de ça. Et puis, franchement, entre les deux, je préfère avoir eu la possibilité de lire le scénario de l'ascension de Skywalker et avoir eu la révélation de Baby Yoda, parce que je pense que ça, c'est un moment dont beaucoup d'entre nous, en tout cas sur qui ça a eu un impact, vont se souvenir du moment où ils étaient et où ils ont découvert ça, avec qui ils étaient et dans quel contexte ils étaient. Donc c'est assez marquant, voilà. Moi Non, c'est ça. Et je suis finalement effectivement, toutes les rumeurs qu'il y a eu et toutes je parlais des personnages tantôt. Puis là, honnêtement, si des gens nous accusent de spoilers, j'ai envie de dire, c'est parce que là, le fait qu'Ahsoka va être dans la saison 2, même si ça n'a pas été confirmé, j'appellerais pas ça un spoiler, ça c'est des rumeurs, mais bon, ça circule pas à peu près, là. Mais j'ai envie de dire, est-ce que justement à la saison 1, ils ont réussi à nous surprendre, sortis complètement de nulle part. Donc, est-ce qu'ils ont encore gardé un as dans le manche de ce genre-là? C'est vrai que ce serait pas surprenant de Jon Favreau et Dave Filoni. C'est leur genre. Moi, je me souviens quand même de cette rumeur de la saison 1 qui disait que le Mandalorien serait amené à visiter la planète de bébé Yoda. Ouais, puis là, bon, on tombe dans une autre théorie rumeur, là. Est-ce que la planète qu'on voit dans les publicités, on la connaît déjà? Bon, ça, c'est... Ah oui, ça, oui, bien sûr. Mais ça, on va peut-être tomber trop dans les spoilers, là, je sens qu'on va se faire chicaner si on aborde ces sujets-là. Bon, après, on a déjà pas mal fait le tour, on aura l'occasion d'en reparler, alors... Si toi, si moi, on ne fait participer aux émissions de débrief de cette saison 2, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au détour du tarmac d'un spatioport pour en discuter un petit peu. Donc voilà. Et qui sait, on va peut-être avoir des comics de Mandalorian un jour. Mais il faut pas oublier qu'il y aura un roman Mandalorian qui va quand même arriver. Exact. Donc voilà. Et c'est sur ces bons mots qu'on va terminer cette émission de Star Wars en direct. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous faire vos retours. Comme je l'ai dit en introduction, votre avis nous intéresse. Est-ce que vous aimez cette nouvelle formule un peu plus courte? Est-ce que vous aimez les épisodes un peu plus longs? Est-ce que vous aimez notre discussion de fans sur le tarmac du spatioport? Ou est-ce que vous préfériez la version classique de Star Wars en direct? N'hésitez pas. On est encore en train de se chercher. Donc, vous pouvez nous joindre sur tous les réseaux habituels, nous écouter sur toutes les plateformes habituelles. On est quand même... il faut vraiment le vouloir pour pas trouver Star Wars en direct quelque part, parce qu'on est quand même bien présent. Francis, merci à toi de m'avoir accompagné ce soir pour encore une émission que j'ai pris un grand plaisir à faire.
Et puis, merci à nos partenaires. Et puis, de ta part, Francis, et de ma part, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.